Bonjour à tous, bienvenue sur Top Sport, bienvenue comme tous les lundis pour le débrief de la journée de championnat, avant-dernière journée de la phase classique ce week-end, donc cette fois-ci on arrive à la fin, les verdicts tombent semaine après semaine, il reste encore un petit peu de suspense par-ci par-là, mais quand même globalement on a maintenant une assez bonne idée déjà de qui va jouer les playdowns, donc 3 sont connus. Et dans le top 6, eh bien, il reste du suspense pour les 2 dernières places, si je ne me trompe pas, du top 6. Le Standard est sauvé, on les applaudira chaleureusement durant cette émission aussi. Charleroi n'est pas encore sauvé. L'Union a perdu des points, Anderlecht a écrasé le RWDM dans le derby, tout ça on va en parler. On va parler aussi de la sélection de Domenico Tedesco qui est prévue pour ce jeudi. Elle va être dévoilée à Louvain-la-Neuve au musée Hergé, bien parce que le second maillot des Diables va rendre hommage à Tintin. J'ai l'impression qu'il y a des avis divergents à ce sujet sur le plateau, donc on va en parler aussi et parler de cette sélection qui ne devrait pas comporter beaucoup de surprises. On verra, ça dépendra aussi éventuellement de l'une ou l'autre blessure. Il y a Arthur Théat qui est sorti blessé ce week-end, donc voilà, voir qui pourrait le remplacer. Et pour en parler avec moi, donc, comme chaque lundi, Julien de Noël, bonjour. Suiveur du RWDM qui commence à se faire une raison. Il sera en Challenger Pro League la saison prochaine. Je prépare déjà la carte avec où sont situés les clubs. Ah oui, les déplacements à Lommel, les déplacements à Beveren. Lommel va peut-être monter. Donc, C'est vrai. À Dens alors. À Dens, oui, il est en position pour monter aussi. Ouais. Beau déplacement. Bruno Goverski devrait rester en D1 lui, vu que généralement il avec est à un peu de Anderlecht. chance, avec un peu de chance, ça devrait bien se passer. Ouais, l'année passée, c'était 11e, c'était tout juste. Hein. Oui, c'est vrai. Et François Garitz, suiveur de l'Union, qui malheureusement va aller à Istanbul faire du tourisme, plus qu'autre chose cette semaine. Et en plus, il n'y aura même pas de soleil apparemment, c'est ça que tu disais ? Il ne fera pas si beau que ça. Rien n'est jamais perdu d'avance avec l'Union, mais là je pense qu'en effet ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On va commencer par les tops et flops de tout le monde. On va essayer de varier un petit peu. Malheureusement, c'est difficile de tout varier. Par exemple, le RWDM risque encore d'être dans vos flops. Mais on va pas taper sur le même clou tous les lundis. Je vais commencer par toi, Julien. Donc, ton top et ton flop du week-end. Moi, mon top, c'est Renaud Aymon, qui donc a été transféré à Eupen cet hiver, qui a marqué le but qui a offert la victoire des Pandas contre Saatron. Depuis qu'il est là, c'est 2 goals qui ont qui ont amené à chaque fois une victoire. Donc 6 points. Si Eupen doit se sauver, ce sera probablement grâce à Renaud Aymon. Il retrouve du plaisir, c'est bien pour lui, c'est bien pour Eupen. C'est peut-être moins bien pour les autres clubs qui sont en play-down. Mais voilà, donc un beau top quand on sait ce qu'il a vécu ces derniers mois au Standard. Ouais, d'autant qu'on le sentait en fait que Renaud Aymon, c'était le genre de scénario, de situation qu'il lui fallait. C'était un plus petit club où il aurait pas forcément moins de pression en fait, parce qu'on attend de lui maintenant qu'il marque des goals. Ça, c'est mais plus de confiance en tout cas. Plus de confiance, plus de temps de jeu. Et effectivement, on sait que dans un club de cette envergure-là, il va marquer ses goals. Normalement, ça devrait le faire. Et effectivement, ça peut être décisif dans la course au maintien. Et donc, ton flop sans surprise, Molenbeek, qui enchaîne avec un 11e match sans victoire. Contre Anderlecht, c'était surtout un match sans victoire, mais surtout sans envie, sans âme, avec des buts qui ont encore été offerts, des cadeaux. Après une demi-heure, le match était plié. On pourrait même dire après 10 minutes, une fois qu'Anderlecht a marqué, on savait que c'était fini parce que la manière dont il commençait le match, on sentait qu'il n'y avait pas grand-chose. Les joueurs l'ont dit après le match qu'ils avaient été mauvais. Avec la victoire de Eupen, maintenant ils sont théoriquement relégables parce qu'ils sont avant-derniers. Ils sont certes d'être en play-down. Le bilan contre les équipes en play-down, il n'est pas fameux, c'est 8 points pris contre les 4 équipes, en comptant que Louvain sera dans les 4. Okay. Donc il n'y a pas grand-chose qui permet d'être joyeux et optimiste pour Molenbeek pour le moment. Pardon. Malheureusement, en effet. Bruno, ton top et ton flop. Comme top, je l'avais déjà cité la semaine passée, Besnikazi pour le miracle qu'il a produit à Malines, 23 sur 27. Alors, je ne vais plus le reciter une deuxième fois. Peut-être un geste qui m'a plu, qui m'a marqué, c'est le geste de Jan Vertonghen lors du derby. Je ne sais pas s'il aurait eu le même geste à 0-0, mais je trouve que c'est sympa cette honnêteté. Je veux dire, chaque semaine, on pointe le doigt sur des
des choses inacceptables dans les tribunes, parfois de mauvais gestes sur le terrain. Et là, vraiment, on a un geste de fair play. Bon, finalement, l'arbitre, bien, il a accordé ce penalty. Et effectivement, quand tu vois les images, tu vois que Il y avait penalty. il y a penalty, etc. Mais le joueur touche également le ballon. Encore une fois, ici, il y avait vraiment penalty, mais je peux comprendre la réaction de Yann. Et franchement, c'est quelque chose que j'approuve de la part quand même d'un type, le plus capé de nos diables, le type qui fait quand même une très très belle saison à Anderlecht. Alors voilà, je trouvais que ce geste méritait d'être signalé. Quant au flop, désolé, mais le VAR, encore une fois, quand je vois le but de Jutgla à Bruges, ce but qu'on allume, moi je me demande franchement ce qu'ils font en Tubize. Hein. J'ai l'impression parfois qu'ils jouent aux cartes, c'est pas possible. C'est pas possible il faut vraiment être aveugle, quoi. Donc je sais pas ce qui va se passer. J'ai lu avant de venir ici que pour les playoffs, on songeait à des teams fixes, donc plus de roulement, mais vraiment des teams fixes, aussi bien du côté de Tubize que sur le terrain, en espérant que ça aide un peu. Mais j'espère franchement que... C'est-à-dire des arbitres qui seraient spécialisés VAR. Oui, c'est ça. Donc un trio fixe à Tubize et également un trio fixe sur le terrain. Ce qui permettrait par exemple de créer plus d'automatisme peut-être. C'est ça. Accélérer les décisions. Oui. Parce que chaque arbitre n'est pas lié systématiquement au même arbitre VAR, ce qui peut effectivement créer parfois un manque d'automatisme, comme pour une équipe de football au final. Ce serait assez logique, oui. François, ton top, ton flop? Je vais commencer par mon flop, et c'est un flop malgré lui. C'est Lucas Oyen, le joueur du Racing Genk qui a seulement 20 ans, une grande promesse du football belge. Qui s'est déchiré le ligament croisé antérieur du genou, et c'est la deuxième fois qu'il a la même blessure. Maintenant c'est à l'autre genou alors qu'il a seulement 20 ans. Psychologiquement ça doit être très compliqué de faire face déjà à une blessure comme ça du genou qui met le joueur forfait pendant 8-9 mois. Ici à seulement 20 ans il va subir sa deuxième blessure, la même revalidation, tout ce processus très long. Donc c'est mon flop malgré lui. Et alors mon top, disons que je suis pas nécessairement pour, mais je vais mettre en top le système des playoffs, parce que finalement on est début mars et on a envie d'être ce week-end. Parce qu'il y a du suspense à tous les étages. On se demande si Anderlecht va revenir à moins de 6 points de l'Union. On se demande si ça va être Malines ou le Cercle de Bruges ou Genk ou Gand qui sera dans les Champions Playoffs. On se demande si Charleroi va se sauver, si Louvain va peut-être réussir quelque chose. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup de suspense, et même si personnellement je suis plus pour un système assez classique avec le champion qui est champion à la fin en ayant gagné l'ensemble des rencontres de la phase classique, on peut pas reprocher ça. C'est clair qu'il y a du suspense, il y en a déjà eu durant une bonne partie de la saison, il y en aura ici ce week-end, il y en a eu le week-end dernier, il y en aura pendant tous les playoffs. Donc voilà, au moins ça. Au moins ce suspense qui existe grâce à ce système des playoffs. On va embrayer sur ce suspense donc pour parler chiffres là, donc par rapport à la semaine passée, c'est donc le Cercle de Bruges qui a glissé hors du top 6. J'avais dit que je les voyais perdre des points à Charleroi. Moi j'étais à Charleroi ce week-end. J'ai pas passé le meilleur moment de ma saison, mais malheureusement c'est quand même assez souvent le cas cette saison. On sent que Charleroi, il y a un gros manque de confiance en eux. Je dirais que moi, mon flop du week-end, ce serait ce match-là qui était vraiment horrible sur le plan footballistique, je vais dire. Mais le point qu'a pris Charleroi est très important, et aussi important dans le sens où il prive le Cercle de 2 points, et donc Malines intègre le top 6 pour la première fois. Et maintenant Malines va en plus être l'arbitre du dernier match du match dans le match entre OHL et Charleroi. Selon vous là, le 6e, le 5, donc Genk avec 46 points, Malines avec 45 points, le Cercle de Bruges avec 44 et la Gantoise avec 44 également. Qui va rester qui va intégrer ce top 6 sur le gong, qui va y rester, qui va
Pour moi, c'est assez clair. Malines va y rester. Malines va continuer sur sa lancée, va battre Louvain, va sauver Charleroi par la même occasion, qui va certainement aller perdre des points à Gand, si je dis pas de bêtises. À la Gantoise, oui, tout à fait. Donc voilà, clairement, Malines qui reste sur 9 matchs sans défaite en championnat. Ce serait étonnant qu'il se trouve maintenant. Surtout à Louvain, voilà. C'est un derby, c'est un derby en plus, donc je pense qu'effectivement, compte tenu de la série qu'ils ont faite, ils ont le vent en poupe. Allez, ils peuvent réaliser quelque chose vraiment d'extraordinaire cette saison. Je ne pense pas qu'ils vont lâcher. Et comme dit François, du même coup, ça va faire l'affaire de Charleroi. Par contre, moi, je ne suis pas certain que Gand battra Charleroi. Je ne dis pas que Charleroi va battre Gand non plus, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un match nul. Match nul qui suffirait de toute façon à sauver Charleroi, même en cas de victoire de HL contre Malines, pour laquelle j'ai pas l'impression que ça arrivera, mais voilà, on sait jamais. Mais je pense que du coup Gand ne sera pas dans les playoffs parce qu'ils ne vont pas arriver à battre Charleroi et qu'il va leur manquer pas grand chose, mais suffisamment pour pas être dedans. Parce qu'il faut en plus partir du principe que le Cercle de Bruges aura 3 points de plus étant donné qu'il joue le REDM à domicile. Je ne vois pas le Cercle en tout cas ne pas gagner, enfin en tout cas perdre ce match. Ouais. On n'est pas à l'abri d'un match nul, on ne sait jamais. Mais oui, non, le Cercle va encore prendre des points. Malines va prendre des points. Genk va à Westerlo de son côté. Westerlo qui est sauvé, qui n'a plus rien à jouer. Donc je pense que Genk qui a aussi pris de la confiance après sa victoire contre le Standard va aussi aller gagner. Donc je pense que ça va être compliqué pour Gand d'être dans le top 6. Et le Cercle, ça dépendra un peu des autres. Ils sont plus dépendants, enfin ils sont plus maîtres de leur sort, effectivement. Ouais, je suis d'accord avec Julien quand il dit que ça va être compliqué pour Gand d'être dans le top 6. Par contre, je suis un peu moins d'accord quand tu dis que tu les vois pas gagner contre Charleroi. J'ai eu le bonheur, je sais pas si je peux dire le bonheur, mais de voir Charleroi au stade samedi et de voir la Gantoise dimanche contre l'Union. Charleroi jouait avec une peur, mais c'était incroyable à voir, vraiment avec un manque de confiance totale, alors qu'ils étaient à 10, alors qu'ils étaient poussés par leur public. Il y avait, à 11 contre 10 du coup. À 11 contre 10, le cercle était à 10, les tribunes étaient remplies, il y avait une bonne atmosphère, mais malgré ça, ils n'arrivaient pas à faire 3 passes d'affilée, parce qu'il y a vraiment une peur dans cette équipe. Peur qu'il n'y avait pas à la Gantoise, et j'ai trouvé que même si c'était pas parfait du côté de la Gantoise, il y a quand même du talent, il y a quand même des joueurs qui un Julien Dessart qui est époustouflant, balle au pied, des attaquants comme Tissou Dali qui savent quand même encore faire la différence. Donc j'ai quand même l'impression que Gand va gagner contre Charleroi, que Charleroi va se sauver et que Gand sera peut-être pas dans les Champions Playoffs. Donc je pense que les deux voilà, Charleroi sera content malgré la défaite et la Gantoise sera mécontente malgré la victoire. Voilà mon pronostic. On parle de manque de confiance, il n'y a pas quand même un gros manque de qualité aussi, parce que je vois un Isaac Mbenza, c'est l'ombre de lui-même, et j'ai pas l'impression que ce soit seulement un manque de confiance, mais j'ai l'impression ça n'a jamais été un grand joueur. Il n'a jamais été décisif dans les moments importants, et il est remplacé par Draxness, que moi je trouve assez catastrophique honnêtement. Marco Ilemaritra, c'est le fantôme du Marco Ilemaritra qu'on a connu à son arrivée, mais ça date pas de cette saison non plus. Il a été transparent encore, il prend pas ses responsabilités, mais j'ai l'impression que il y a un manque de qualité purement et simplement. Il y a un manque de qualité, et paradoxalement les 3 meilleurs joueurs ici samedi contre le Cercle, pour moi c'était Dari, défenseur central qui vient d'arriver cet hiver, Camara qui vient d'arriver cet hiver, et Petris qui vient d'arriver cet hiver. Donc c'est les trois transferts, vraiment Jérémy Petris qui est vraiment un beau joueur, Camara qui fait vraiment du bien à cette équipe, et puis Dari qui solidifie cette défense. Donc je pense que si Charleroi va se sauver, et Charleroi va se sauver, ce sera grâce à ces 3 transferts. Mais clairement, à côté de ça, je pense qu'il y a de la qualité, parce qu'un Marco Ilemaritra, il l'a déjà montré durant ses saisons à Charleroi, qu'il a des qualités. Mbenza, c'est clairement pas un joueur du top niveau, mais pour un club comme Charleroi, pour un club qui vise le bas du top 6, oui, c'est un joueur qui doit porter cette équipe vers l'avant, et qui a les qualités, je pense, pour faire ça. Mais à côté, c'est vrai que il y a surtout ce manque de confiance qui fait qu'un Marco Ilemaritra va rater une passe qu'il allait réussir il y a 1 ou 2 ans. Et c'est pour moi ça la grande différence pour le moment. Il y a peut-être un joueur que tu as oublié, c'est Kofi, je trouve. Encore heureux qui fait cet arrêt à la dernière seconde. Tout à fait. Mais en même temps, dans le même temps, il est capable de faire des
des folies au pied en relançant de manière totalement catastrophique. Donc c'est pas le gardien le plus constant, mais voilà, il peut sauver son équipe et il a sauvé un point samedi avec cet arrêt très important. Dans ce genre de situation où tu vas avoir des phases contre Charleroi, il va y avoir des occasions pour l'adversaire de Charleroi. C'est dans ce genre de situation que Kofi, comme c'était le cas à Moucron, c'est comme ça qu'il s'est mis en évidence, c'est en ayant beaucoup de ballons chauds à sauver. Et là, forcément, ne pas forcément être le meilleur à la construction, c'est pas forcément ce qu'on lui demande dans ces situations-là. Donc, et en fait, ce que tu dis avec les 3 renforts qui sont les meilleurs joueurs de Charleroi pour le moment, ça appuie la théorie d'un manque de confiance parce qu'ils sont arrivés sans avoir déjà les idées noires, on va dire. Ils arrivent et ils sont beaucoup plus frais mentalement que les autres qui traînent un boulet au pied depuis le début de la saison. Donc je pense effectivement que ça c'est important. Le match entre la Gantoise et l'Union, est-ce que on a l'impression qu'il y avait peut-être un manque de fraîcheur de la part de l'Union? Est-ce qu'ils avaient un contre-coup de ce qu'ils se sont pris contre Fenerbahçe, c'est-à-dire le 0-3? On a eu beau jeu quand même de relativiser, mais ça l'a quand même pas faire du bien parce qu'il y avait un vrai espoir de faire quelque chose quand même à l'Union. C'était une mauvaise semaine, ça, on va pas se le cacher du côté de l'Union. Après, je pense que dans leur tête, ils s'attendaient pas à gagner 3-0 contre le Fenerbahçe. Ils s'attendaient peut-être pas à perdre 0-3, mais voilà, c'était la Coupe d'Europe était un plus. Donc la défaite a fait certainement mal. Et comme le répète souvent Blessing, après des victoires, on revient facilement dans le coup. Là, peut-être qu'ils sont revenus peut-être un peu plus émoussés que d'habitude. Et clairement, il y a eu de la fatigue contre la Gantoise. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'absents, comme en défense où ils n'ont que 3 défenseurs sur les 5 qui sont disponibles. Un joueur comme Sadiki aussi qui a une entorse de la cheville, donc qui n'était pas disponible pour jouer contre la Gantoise. Donc voilà, vraiment un manque de fraîcheur. Ici, ils vont devoir quand même aller au Fenerbahçe pour essayer d'avoir un résultat, mais honnêtement, ce sera sans Christian Burgess qui est suspendu, sans Mohamed Amoura qui est aussi suspendu. Blessing va essayer de faire tourner, mais encore une fois, avec quel joueur? Parce qu'il n'a pas non plus 25 joueurs à sa disposition. Mais donc un point de prix quand même. L'Union qui continue sa série de matchs sans défaite. On est à 23 maintenant en championnat. Ça reste quelque chose de positif, même si la dynamique, voilà, elle est plus si positive que ça, mais elle n'est pas non plus négative. L'Union reste quand même en tête avec 6 points d'avance. Ça reste quand même quelque chose de positif. Et le dernier match de l'Union est à l'Antwerp. À l'Antwerp, oui, donc c'est compliqué, oui, Bruno. François a parlé d'une semaine compliquée. Moi, je dirais que cette semaine-ci, elle sera vraiment cruciale pour eux. Cruciale dans la mesure où, ils vont déjà à Istanbul. Ils ont pris du 3-0. Je pense qu'effectivement, c'est le moment de faire tourner et de faire souffler quelques joueurs. Mais je pense que prendre 3-0, de manière quand même un peu imméritée, parce que c'était une leçon d'efficacité de la part des Stambouliotes. Mais ils prennent 3-0, ça fait déjà très très longtemps que ça ne leur est plus arrivé. Donc c'est quand même un uppercut qu'ils encaissent. Et ici, tu termines la saison en te rendant en Antwerp. Bon, l'Antwerp est assuré des playoffs, mais je veux dire, c'est un match en jeu. C'est une espèce de préface de ce qui va les attendre en finale de la Coupe de Belgique. Imagine, ils ont perdu 2 points maintenant sur Anderlecht. Imagine qu'ils en perdent encore un peu. Je pense que dans les têtes, ils vont quand même se poser des questions. D'autant plus que j'ai le sentiment qu'Anderlecht est vraiment en train de monter phénoménalement en puissance. Oui, Alexander Blessing a eu beau jeu de dire oui, mais de toute façon, qu'est-ce que ça change quand on divise les points, que ce soit 3 ou 4 points de différence au moment de commencer les playoffs. Moi, je trouve que ça change quand même beaucoup, parce qu'imaginons que vous commenciez les playoffs en déplacement à Anderlecht, par exemple, et que vous perdiez à Anderlecht. Directement, ça fait une égalité de points et pas un point d'avance. Donc, on sait que Blessing, il est quand même assez fort pour dévier les questions qu'on lui pose et pour prendre les choses avec un sourire, mais ça fait quand même une différence. Que ce soit 3 ou 4 points d'avance au début des playoffs, ça a une différence. Et comme le dit Bruno, la rencontre de ce dimanche va être cruciale. Tout va dépendre dans la course au titre de la dynamique dans laquelle l'Union et Anderlecht vont rentrer dans ces playoffs. Ici, si l'Union attaque les playoffs en ayant perdu 2 fois contre le Fenerbahçe, en ayant perdu des points contre la Gantoise et peut-être des points contre l'Antwerp, tout ne sera pas acheté.
parce que voilà, l'Union sera en tête, l'Union attaquera quand même ses playoffs en tant que leader. Mais si à la première journée, à la deuxième journée des playoffs, on continue un peu à trébucher et à perdre des points, et qu'Anderlecht dans l'autre sens continue à grappiller des points, ils vont certainement encore gagner ce week-end, ou en tout cas je les vois pas perdre des points contre Courtrai. Donc voilà, tout va dépendre de cette dynamique positive, et pareil avec la finale de Coupe de Belgique qui est au sein des playoffs. Je pense que la finale de Coupe de Belgique va avoir une influence sur le championnat. Si l'Union parvient à battre l'Antwerp, ils vont être vraiment en roue libre pour cette fin de saison, en voulant aller chercher 2 trophées. S'ils perdent cette finale, ce sera une petite claque quand même pour l'Union qui rêve d'un trophée. Et dans le sprint vers le titre de champion de Belgique, ça pourrait avoir une influence. Ouais. Et donc, on a fait plus ou moins le tour des playoffs 1. On parle quand même beaucoup d'un mano-mano en Anderlecht Union. Est-ce que le club de Bruges a encore son mot à dire? Hier, ils ont encore été menés par OHL. Bon, ils ont renversé la vapeur. Julien, est-ce que tu as l'impression que Bruges peut revenir? Donc, ils sont quand même déjà là ils sont vraiment loin. Là, ils sont à 18 points, donc ça fait 9 points. Je pense qu'ils vont peut-être pas faire des mauvais playoffs. Ils ne joueront probablement pas le titre, mais ils peuvent être un arbitre. Ils peuvent aller gratter des points à gauche, à droite contre Anderlecht et l'Union, en faire trébucher l'un ou l'autre sur un match, et ça va peut-être faire la différence. De là à les rattraper, je ne pense pas. Mais voilà, s'ils arrivent à jouer un rôle d'arbitre à fond, ça peut être intéressant aussi de voir ça. Et puis il y a la 3e place à aller chercher, parce que derrière c'est serré. Ça reste la Coupe d'Europe, c'est la Conference League, la 3e place, l'Europa League. Il me semble que c'est les préliminaires de l'Europa League en 3e place, parce que le 2e du championnat joue déjà un tour préliminaire de Champions League. Ah oui, ok. Le premier a un ticket direct, et le 2e a un ticket préliminaire. Oui, vu que la Coupe de Belgique on voit en Conference League maintenant. Ouais, voilà. Donc oui, l'Europa League à aller chercher, parce que la Champions League ça va être compliqué, donc ils joueront le con à fond, sans probablement rattraper les 2 autres. Là aussi, le club de Bruges, leur match contre Molde aura de l'importance, parce que leur calendrier dépendra de ça. On a l'impression que s'ils éliminent Molde maintenant, ce qui est pas impossible, la défaite de 1 évidemment, elle fait tâche, mais elle laisse quand même des belles possibilités au retour, contrairement à l'Union. Est-ce que la priorité de Bruges, s'ils se qualifient pour les quarts de finale de la Conference League, ce serait pas de continuer dans cette compétition plutôt que d'essayer d'aller. Faudra voir le tirage. Ouais. Et je pense qu'ils peuvent jouer sur plusieurs tableaux. Honnêtement, moi je pense que ça va être très compliqué pour Bruges d'aller chercher le titre, mais ils vont attaquer ces playoffs sans pression, au contraire de l'Union et d'Anderlecht qui seront les 2 favoris qui devront aller chercher ce titre. Bruges va les attaquer en se disant voilà, nous on a rien à perdre dans cette compétition. Comme on le dit souvent, les playoffs c'est vraiment une autre compétition que la phase classique. Donc moi je les vois faire des gros playoffs, et si en plus de ça à côté ils peuvent se qualifier en Europe, ça peut, on parlait de la dynamique positive, ça peut aussi les mettre dans une dynamique positive et avoir un bon impact positif en championnat pour le club de Bruges. Donc je pense pas qu'il faut les enterrer. Et d'après moi, la probabilité que Bruges soit champion en fin de saison est assez faible, mais ça n'empêche que ils vont, je pense, aller jusqu'au bout, embêter les clubs du top du classement. De toute façon, au plus les équipes du reste du top 6 seront motivées, au plus ce sera équitable aussi. Plutôt que de fausser, entre guillemets, la fin de saison, si les équipes baissent les bras un peu trop vite. C'est aussi ce qu'on craint parfois quand une équipe comme Malines, par exemple, arrive dans le top 6 un peu miraculeusement au bout d'une série absolument folle. C'était arrivé, je crois, à Lokeren il y a quelques années de ça. Années où ils faisaient 6 défaites. Voilà, pour arriver en prenant un nombre quasi record, je crois, de défaites dans le top 6, c'est pas non plus l'objectif. Donc on espère aussi que si Malines intègre le top 6, ils ne se contenteront pas de ça, parce que derrière, c'est pas... Ils auront quelque chose à jouer, et je pense que tous les clubs du top 6 n'iront pas gagner à Malines. Ça reste une équipe, même s'ils ont eu peut-être un calendrier entre guillemets facile ces dernières semaines, ça reste une équipe difficile à manier, encore plus chez eux. D'autant que derrière l'Union et Anderlecht, c'est serré, donc même Malines pourrait se dire est-ce qu'on peut pas jouer le coup pour tenter d'aller chercher une place en Europe, en Europa League. Donc toutes les équipes vont jouer à fond pour des objectifs différents, mais il n'y a personne qui va commencer avec 15 points de retard en disant on est là, voilà, on est arrivé
un peu à l'arrache, on prend ça en mode bonus. Non, ils auront tous quelque chose à faire et donc c'est ça qui va rendre les choses intéressantes. Petite revanche pour Malines qui avait pris un ticket européen quelques années de ça en gagnant la coupe, si je ne m'abuse, et qui n'avait pas pu l'honorer parce que à cause de l'affaire. Parce qu'ils avaient triché. Ils avaient tenté de tricher oui, c'est ça. la saison avant. C'est ça. Bon, ben voilà, ce serait un petit clin d'œil. Maintenant, on a brièvement parlé de Besnicazi, de son travail fantastique depuis qu'il est revenu. Il y a quand même une rumeur qui circule là. Elle avait été lancée par Philippios la semaine passée, je crois, sur la VRT. Comme quoi, il pourrait être le successeur tout indiqué de Hein van Eyzebroek, et qu'en tout cas, Gant serait très intéressé à l'idée de faire de Besnicazi le successeur de Hein van Eyzebroek, dont on sait quand même plus ou moins que voilà, il se dirigerait vers une sortie à Gand. Selon vous, est-ce que ce serait une bonne idée? Mais c'est dommage que notre ami David ne soit pas là aujourd'hui, puisque il a côtoyé Besnik à l'époque où il était attaché de presse à Anderlecht. Et bon, chaque fois, il en a dit que du bien en disant que c'était vraiment un bon entraîneur. Et puis bon, il avait vécu de près cette saison extraordinaire où bon, Anderlecht était largué, était à 8 points. Il a quand même fini champion sous ses ordres. Donc il faut croire quand même que Besnik, il a quelque chose. Et oui, ce qu'il fait ici, prendre 23 sur 27, ça marque quand même les imaginations. C'est la meilleure équipe de 2024, Malines, pour le moment. C'est la meilleure équipe de 2024. Et bon, quand je vois le match qu'ils font au Cercle de Bruges, qui est quand même un candidat direct, ce qu'ils font là-bas, c'était quand même oser, être 2 fois mené, revenir, et puis tout faire pour s'imposer. Enfin, on va me dire, il n'avait pas grand-chose à perdre, mais il faut le faire. Et oui, je ne suis pas étonné du tout, je ne serais pas étonné du tout que Besnik il profite de son aventure malinoise pour sauter sur une belle occasion. Et tu parles de Gand, effectivement. Moi, je crois que Bruges serait candidat aussi. Ouais, j'allais dire la même chose. Ouais. Parce que dès là, on a cité Bruges, la saison de Bruges, excuse-moi, cette saison, c'est des montagnes russes. Hein. Donc, quand tu vois les choses en face, tu te dis que cette équipe qui était un candidat au titre se retrouve quand même à 18 points. 18 points, c'est quand même pas rien. Ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Et ce qui fonctionne déjà pas, c'est cette habitude. On a parlé de Matsu Time à un moment donné, parce que Charleroi réalisait des mariages en fin de rencontre. Le day, la time, il est catastrophique, hein, parce que dans les dernières minutes, oui, c'est l'anti-Matsu Time, donc, et ils parviennent pas à corriger ça. Quand tu vois le deuxième but de Molde, c'est quand même de la rigolade. Je pense pas qu'en pré-mini, ils prennent un but pareil. Donc, tu sens de l'agacement, tu sens que de la part de la direction, Molde, il faut vraiment passer cet écueil parce qu'il risque d'être jugé là-dessus ou sacrifié là-dessus. Et autre élément quand même très très important, tu as la bronca du public qui commence sérieusement à en avoir marre. Et le public brugeois, ça peut être un 12e homme. Quand tu l'as avec toi, ça va. Quand tu l'as contre toi, c'est pas gagné. Hein. Il y a des arbitres qui peuvent le dire, ça. Ah oui, plutôt. Ouais, on parle, pour revenir à Besnicazi, on parlait de la Gantoise, mais qui a priori ne devrait peut-être pas être européen la saison prochaine. Comme dit Bruno, moi je pense qu'il pourrait viser plus haut, il pourrait viser Bruges, il pourrait viser l'Antwerp. Besnicazi a déjà prouvé en Belgique son talent, il est ensuite parti à l'étranger et il est revenu en Belgique, il reprouve à nouveau que c'est un coach talentueux, donc il doit plus faire ses preuves. Donc pour moi, l'étape d'après, voilà, c'est un club qui vise le titre en Belgique et qui joue l'Europe. Donc pour moi, un club comme Bruges ou comme l'Antwerp qui actuellement sont des clubs plus grands que la Gantoise. Ce serait un défi aussi, parce qu'on sait que c'est très différent d'arriver à l'intersaison comme ça, de devoir construire de zéro sur toute une saison, que là voilà, il arrive à Malines, il profite aussi d'un élan positif qu'il a installé lui-même. C'est assez différent d'arriver en milieu de saison, donc ce serait aussi un gros défi pour Besnicazi, une prise de risque aussi peut-être de changer de club à l'intersaison et plutôt que de continuer sur ce qu'il est en train de faire avec Malines. Prise de risque ou d'ambition, parce qu'il pourrait construire l'effectif à l'image du jeu qu'il veut mettre en place directement. Ici à Malines, je pense qu'il s'est adapté à ce qu'il avait sur place. Il a amené quelques joueurs et ça fonctionne super bien. Ouais. S'il va à Gand, il aura toute une pré-saison pour préparer ça et faire le mercato désiré. Et la question, c'est de savoir quelles seront les ambitions de Gand, avec quels moyens.
Comme on sait qu'ils ont vendu des joueurs cet hiver pour équilibrer les comptes, est-ce que ça risque d'être pareil cet été ou au contraire, est-ce qu'ils auront les moyens de leurs ambitions? Et ça, je pense que pour Besnicazi, ça va jouer aussi. Qu'à Malines, on va peut-être lui dire, écoute, si on se qualifie pour l'Europe, ta carte blanche. Et voilà, et qu'à Gand, on va peut-être lui dire, écoute, non, faut quand même encore calme, on n'a pas l'Europe, donc il va falloir vendre des joueurs pour équilibrer. Donc je pense que ça dépendra un peu vraiment de la qualif européenne d'un club ou non. À noter que le nom de Hein van Eyzebroek circule aussi à Bruges, donc ça pourrait être encore un petit voilà, le carrousel à la belge, comme on en a l'habitude presque chaque été. Que devient Bob maintenant. Peters? Et Glenn de Boek. Que devient Glenn de Boek? Mais on a parlé football champagne et maintenant on va parler un peu football panique, c'est-à-dire qu'on va descendre au classement, on va aller féliciter le Standard pour son maintien mathématiquement assuré. C'est quand même un petit peu pathétique malheureusement surtout après une défaite. Oui, c'est ça, c'est ça qui est encore plus une défaite un peu dans le jeu, franchement inquiétante aussi de la part du Standard. Lucas Noubi a dit tout le monde méritait un 0 sur 10 après ce match. On a l'impression que eux-mêmes ils n'arrivent pas à en croire leurs yeux par rapport à leur niveau. C'est assez terrible, mais là aussi on a l'impression. C'est lucide. Oui, c'est lucide, mais on a là aussi l'impression que Ivan Leko, maintenant que le maintien est assuré, ils vont jouer les playoffs 2 probablement un peu relâchés. On a déjà parlé du fait qu'ils allaient probablement faire jouer les joueurs qui seront encore là la saison prochaine, mais on a aussi l'impression qu'Ivan Leko, c'est un coach qui peut beaucoup gagner à avoir un mercato complet et une préparation complète pour préparer la saison prochaine. J'imagine que c'est aussi ce qu'il avait en tête en arrivant. On ne prend pas Ivan Leko pour une mission sauvetage, on prend Ivan Leko pour construire quand même, normalement. Donc est-ce que selon vous le Standard déjà doit garder Ivan Leko? Est-ce que Ivan Leko voudra rester au Standard? Ça dépendra certainement des garanties qu'on va lui offrir. Et qu'est-ce qu'il faut changer au Standard? Voilà, la réponse facile c'est tout, évidemment. Ou à peu près. À peu près tout, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut changer au Standard pour la saison prochaine? Allez, disons être un candidat pour le top 6. Avoir des moyens, en fait, je pense. Parce que le Standard reste un club attractif par son public, par son histoire, par les ambitions qu'il peut avoir. Mais s'il n'y a pas de moyens derrière, les joueurs ils ne viennent pas jouer gratuitement. Les clubs ils ne donnent pas leurs joueurs gratuitement. Et quand on n'a que des prêts, on voit bien à Anderlecht il y a quelques années, on n'arrive pas à construire quelque chose de stable et les résultats ne suivent pas. Donc je pense que pour le Standard, il n'y a rien à faire. Il faudra des moyens. Il faudra que 777 dégage de l'argent pour dire ok, là on peut faire un vrai mercato ambitieux, on peut attirer des joueurs ambitieux et pas juste aller chercher des joueurs en prêt qui ne jouent plus, des gamins de 18, 19, 20 ans qu'on se dit si Tottenham ne le veut pas on va le prendre, alors s'il ne le voulait pas c'est qu'il y avait une bonne raison. Et Leko, je pense que devra avoir une discussion avec sa direction à la fin de la saison. On lui dira on peut mettre ça à disposition, est-ce que ça te convient, est-ce que ça te convient pas. Lui fera son choix à partir de là, mais s'il doit repartir sur une saison avec les mêmes moyens que le Standard a eu cette année, ils feront pas mieux. François, selon toi, c'est que la poudre de perlimpinpin, ce qu'on nous vend avec 7 sur 7, 7 sur 7, pardon. Je pense que ce qu'il faut au Standard, c'est de la stabilité et de la cohérence aussi dans les choix de joueurs, ce qui n'a pas été le cas cette saison. Et donc, pour répondre à ta première question, oui, Ivan Leko doit rester. Pour que le Standard aille mieux, je pense qu'Ivan Leko doit rester. Après, est-ce que lui voudra comme le dit Julien, ça va dépendre un peu des moyens qu'il va avoir. Mais à partir du moment où il y a une stabilité, une cohérence dans les choix, dans la politique de transfert, que des joueurs sont bien choisis, j'ai pas envie toujours de tout ramener à l'Union, mais je vais quand même le faire. Quand on voit la politique de transfert de l'Union saison après saison, tout est réfléchi. Chaque joueur arrive parce qu'il y a une raison. C'est pas simplement parce qu'il était sur le marché, il n'était pas trop cher, il était en fin de contrat, donc on va le prendre. Non, tout ça est réfléchi. Alors que j'ai l'impression, même si je suis pas dans les détails de ce qui se passe au Standard, mais j'ai l'impression qu'on est plus dans... Oui, on parlait du football panique, mais c'est un peu ça. On n'est pas bien au classement, mercato d'hiver, on va faire venir des joueurs, on ne sait pas trop si ça va aller, et puis on va voir ce que ça donne. C'est un peu ça la philosophie. Donc j'ai vraiment l'impression qu'ils doivent trouver une vraie stabilité. Et pour finir avec le Standard, moi ce qui a été assez hallucinant, c'était les scènes de liesse dimanche. Avec les supporters où on avait l'impression qu'ils avaient gagné un trophée, ils chantaient tous ensemble avec les supporters. Ils peuvent avoir de la chance d'avoir des supporters comme ça. Parce que moi j'ai vu ces images après le match, je me suis en fait parce que forcément j'étais sur le retour, j'ai dû assister à RSC Futures contre Zulte Waregem
Voilà, je suis quelqu'un de très professionnel, moi je fais ce genre de match, voilà. Donc j'ai absolument pas pu assister à Genk Standard. J'ai vu les images sur les réseaux de ces scènes de liesse. Je me suis dit, ah tiens, ils ont été gagnés à Genk. Vraiment, j'ai cru qu'ils avaient été gagnés à Genk. Alors que dans la conversation, j'avais l'impression que voilà, entre collègues, on se disait, waouh, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Puis j'ai vu ces images et je me suis dit, le Standard vient d'aller gagner à Genk, en fait. En fait, non, absolument pas. Ils ont perdu et c'était vraiment surréaliste. Les seuls qui sont cohérents finalement au Standard, c'est les supporters pour le moment. Ils sont vraiment derrière leur équipe et c'est peut-être eux les plus courageux. Ouais. Mais j'ai mon voisin, il a 89 ans, il est grand supporter du Standard. Il me dit, écoute, quand tu me demandes l'équipe des années 80, Prud'homme au but, Guéretz arrière droit, Meus arrière central, Poul arrière central, Rankin back gauche, Dardenne dans l'entrejeu, Tamata devant. Il dit, l'ennui c'est que le jour d'aujourd'hui, à part Bodard au goal et Laïfis en défense centrale, le reste, franchement, j'ai l'impression que ça change toutes les semaines. Il n'y a aucune stabilité là-dedans. Hein. On prend, il dit, tu as l'impression que c'est devenu un colombier, le Standard. Et il n'a peut-être pas tort. Hein. Et on parlait de chaises musicales chez les entraîneurs, mais on a l'impression que s'il y a une place qui se libère dans un club du top 6 et qu'ils vont envoyer un petit message à Ivan Leko en lui disant voilà, est-ce que ça t'intéresserait, il pourrait nous faire une Ron Idela 2.0 et signer dans un club un petit peu plus huppé. Complètement. Ce serait pas impossible parce que Ivan Leko a un CV quand même, il a des titres en Belgique et il s'est retrouvé en Standard. Voilà, on sait aussi qu'il y a eu la fameuse opération main propre qui a un petit peu écorné son image, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il est revenu entre guillemets seulement au Standard, mais je pense que ça maintenant on est plus ou moins passé à autre chose. On a quand même l'impression que si un club perd son entraîneur cet été à l'intersaison pour une raison X ou Y et propose quelque chose à Ivan Leko, il pourrait très bien dire à 777 excusez-moi, mais surtout si 777 ne lui donne aucune garantie financière sur les ambitions que le Standard peut avoir pour le mercato. Exactement comme Ron Idela il y a un an. Voilà, s'il sait que il devra construire avec des briques et des brocs et aller gratter des fonds de tiroir des autres clubs pour essayer d'avoir des joueurs, je pense que pour n'importe quel entraîneur, c'est pas motivant. Ouais. À partir du moment où l'effectif déjà en place n'a rien de fameux, il voit bien qu'actuellement, il ne sait pas construire grand-chose. Aux conférences de presse d'après-match, il a à chaque fois l'air dépité sur le niveau d'engagement, d'application de ses joueurs. Donc, je pense que s'il pouvait changer énormément de choses, il le ferait, mais il n'y a pas les moyens. Donc s'il n'a pas les moyens de le faire cet été, et qu'on lui propose un projet plus cohérent, plus concret, plus ambitieux ailleurs, honnêtement, il aurait tort de ne pas y aller. Hein. Oui, mais est-ce qu'on va faire ça? Moi, je trouve que parmi tous les changements qu'il y a eu, il y a eu des changements qui étaient pertinents. On a parlé de Besnik. Ici, Ivan Leko, tu n'as pas l'impression que son schmilblick est avancé? Mais je pense que les joueurs, ça manque de qualité, en fait. Et donc, n'importe quel coach, on mettrait même Blessing au Standard ou Besnikazi au Standard. J'ai pas l'impression que ça fonctionnerait beaucoup mieux. Ouais, peut-être, ouais. Mais écoutez, on vient de parler d'un Diable Rouge, ça vous a peut-être échappé, mais on a cité le nom d'un Diable Rouge vu qu'on a parlé d'Arnaud Bodard. Voilà, il est Diable Rouge, donc la transition est toute trouvée, on va parler des Diables Rouges. Je me demande si Arnaud Bodard sera dans les 4 gardiens de Domenico Tedesco, mais ça à la limite c'est un autre sujet. Mais on va parler donc de la sélection de Domenico Tedesco qui est prévue pour ce 14 mars, si je crois que c'est le 14 mars, oui. Depuis Louvain-la-Neuve. Déjà un petit avis peut-être sur ce maillot Tintin. Moi je vais déjà vous le dire, j'aime beaucoup, j'aime bien. Moi je trouve que c'est à ça que devraient servir les 2e ou 3e maillots. C'est une petite référence culturelle qui ne respecte effectivement peut-être pas les couleurs nationales, mais voilà, qui amène un petit truc en plus qui peut être sympa pour les supporters, parce qu'il faut aussi penser au fait que le supporter, chaque année maintenant il s'achète un maillot, et si chaque année c'est un maillot noir, jaune, rouge, à un moment, ça fait quand même globalement toujours la même chose, et ils mettent beaucoup d'argent là-dedans, donc je trouve ça sympa que ce soit varié. Bruno, toi t'étais pas fort d'accord, je crois. Mais j'ai commencé par toi. J'aime bien Tintin. Pourtant tu l'as déjà le maillot. Oui, absolument. Non, je rends hommage à Tintin parce que c'est grâce à Tintin que je sais lire et écrire, donc je lui dois quand même une fière chandelle. Mais écoute, le maillot bleu, je peux facilement l'imaginer, mais un short brun. Mais faut le voir porter. C'est pour la combinaison complète, c'est parce que Tintin a un short brun. C'est pour ça. Oui, d'accord. Un short brun, je sais pas, là je le sens pas. Je
Il faut le voir porter. Oui, il faut le voir porter. Maintenant, c'est vrai, comme tu dis, à un moment donné, on s'est vraiment braqué sur ces 3 couleurs nationales. J'ai vécu une époque où ils avaient un maillot rouge, une culotte noire et des bas jaunes. C'était joli, moi j'aimais bien. En période de carnaval, ça va, c'est bien, mais bon, mais il y a eu de plus beaux maillots. Hein. Moi j'aimais bien le maillot noir, par exemple. Hein. Je trouvais que c'était vraiment très beau. Ici, oui. Je suis curieux c'est le de voir deuxième ça. maillot, hein. Le premier maillot sera Bordeaux, qui n'est de toute façon pas une couleur nationale non plus, Qui en n'est fait, pas- hein, non. quand on y pense. Non, c'est les nouvelles couleurs que l'Union belge met en avant sur leur site. C'est le logo un peu aux couleurs Bordeaux, etc. Je suis pas convaincu par ça, mais pour le deuxième maillot, hommage à Tata, moi j'aime bien. Ouais. C'est original, il y a quelque chose de concret derrière, il y a une vraie référence. C'est pas comme le dernier maillot qu'on a eu avec les flammes qui disaient Vieux marché de Charleroi ou la Batte à Liège. Ou alors avant, même à l'Euro de 2016, où on avait eu le maillot bleu, hommage un peu. Et à l'équipe le gardien, lui, il aura le maillot vert de Gaston Lagaffe de Ça, Tournesol. j'ai pas vu ou de Tournesol, oui. j'ai pas vu Ouais. le maillot du gardien de but, ça c'est Ouais. vrai, c'est une bonne question. Ouais. Il n'a pas encore filtré, donc Mais la réponse ce sera pour jeudi. à propos justement, parce que tu parlais de Baudard, il y a peut-être un invité surprise là. Ah ben, avec j'allais y venir évidemment. Avec Svilar, Milé Svilar, donc qui a refusé la sélection avec la Serbie, et on présume qu'il pourrait éventuellement être présent chez les Diables. Du côté serbe, on a l'air d'éructer un peu parce que Quand même, hein. il avait 22 ans, il a joué un match pour eux, mais qui n'était pas un match officiel, et on est en train de regarder les règlements. pour Mais voir. de toute façon, c'était un match non officiel, ça déjà, c'est une chose. Et de toute façon, le nouveau règlement de la FIFA permet, si vous jouez ce match avant vos 21 ans, et que... C'est pas 23 ans c'est peut-être en dessous de 23 ans, mais en tout cas, il y a une nouvelle réglementation de la FIFA qui est beaucoup plus plus souple. qui permet ce genre de cas. On voit par exemple que Brahim Diaz, le joueur qui est international espagnol, va changer normalement à cette trêve internationale, va changer de sélection et rejoindre le Maroc. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus possible à l'heure actuelle, de manière à éviter à ce que des joueurs, un petit peu comme un Zakaria Bakali à l'époque, en théorie Zakaria Bakali pourrait être appelé avec le Maroc par exemple. Voilà, pour ne plus qu'un joueur soit D'ailleurs, enfermé dans sa sélection pour un choix qui a été pris peut-être un peu à la va-vite, voilà, ou par exemple imaginons que le joueur ait une carrière un petit peu qui connaisse un problème dans sa carrière qui fait qu'il n'a pas le niveau qu'on aurait pu espérer. Voilà, moi je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, François, t'en penses quoi toi d'une éventuelle sélection de Miles Villard? Déjà il faudrait voir, est-ce que ce serait comme numéro 1, comme numéro 2, comme numéro 3? Ouais, moi je pense que c'est pas une bonne idée, Mhm. même si voilà, il a montré ses qualités ici, on les connaissait aussi un peu avant, mais ici ça ressort quand même bien avec ses dernières prestations. Je pense que Tedesco n'est pas du genre à chambouler complètement un peu, peut-être pas sa hiérarchie, mais voilà, amener Svilar maintenant, ça ferait créer du doute, je pense, dans la tête des autres gardiens, et je pense que Tedesco a envie d'éviter ça. Et puis de l'autre côté, je ne pense pas que Svilar est un gardien qui est une personne qui accepterait d'être numéro 3 chez les Diables. Alors que s'il vient, a priori ce ne sera pas pour être numéro 1. Je ne pense pas non plus pour être numéro 2, donc ce serait a priori pour être numéro 3. Donc j'ai l'impression que faire venir Svilar, en fait, ce serait bon pour aucune des parties. Sauf si lui accepte ce rôle de numéro 3, que ça soit bien expliqué aux autres gardiens, qu'on dise, voilà, c'est un gardien pour le futur, que peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, il sera numéro 1, et que toutes les parties comprennent bien les tenants et les aboutissants. Mais j'ai pas l'impression que c'est ce qui va se passer. Donc d'après moi, il faudrait pas prendre Svilar durant ce rassemblement. Okay. Non, comme François le dit, l'énorme avantage, c'est que tu as des gardiens, les 2 et 3, ce sont des trentenaires, hein, dont on parle même pas de Mignolet, mais Sels, Kaminski et tout. Tandis qu'ici, tu as un gardien qui a 24 ans. Ouais. Donc ça veut dire qu'il a vraiment encore tout l'avenir devant lui. Dans ce que dit François, il a raison. Être numéro 3, est-ce que ça va l'intéresser? Mais il est déjà numéro 3 en Serbie. Donc finalement, il ne ferait pas vraiment. Il a quand même plus de chances de devenir numéro 1 en Serbie, je crois, s'il avait été appelé. Maintenant, on est d'accord que ce n'est pas un argument sportif, parce que je pense qu'en termes de talent pur, il est même potentiellement supérieur à Matsels et potentiellement supérieur à Koen Castells, pour peu qu'il enchaîne une saison complète au niveau qu'on lui voit récemment. Maintenant, c'est encore quelque chose qu'il doit faire, parce que ça n'a encore jamais été le cas dans sa carrière. À 24 ans, pas une seule saison en tant que numéro 1 à titre
complet. C'est peut-être aussi ça une des réserves de Tedesco, qu'aurait Tedesco, et la question lui sera posée de toute façon jeudi, on le sait. J'ai pas l'impression qu'il va l'appeler, moi, honnêtement, parce qu'il a déjà dit que ce rassemblement ce serait globalement pour les joueurs qui iront à l'Euro. Il a déjà plus ou moins fait savoir. À la base, Tedesco ne voulait pas de match avant l'Euro. Finalement, on va jouer, je ne sais même plus qui on va affronter. En Irlande. Oui, non, mais ça, c'est les matchs de ce mois-ci, mais les matchs au mois de juin. On a des matchs amicaux. Le Luxembourg, c'est ça, oui, tout à fait. Mais ce match-là, Tedesco n'en voulait pas. Il voulait qu'on arrive à l'Euro et qu'on fasse un camp de préparation sans match. Donc, dans sa tête, Angleterre et Irlande étaient les derniers matchs avant l'Euro, et il voulait que ce groupe-là ce soit le groupe de l'Euro. Ouais. Donc je pense effectivement qu'il va pas déroger à sa règle. Maintenant, c'est pas impossible qu'il appelle Svilar, qu'il lui dise écoute, il y aura un après-Euro, il y aura peut-être encore des départs dans la sélection. Que va-t-il advenir de Courtois ? Bon, moi j'ai ma petite idée, je pense qu'il va pas revenir, mais on n'en sait rien. On aura peut-être une discussion à ce niveau-là avec Svilar pour lui dire après l'Euro 2024, peut-être pour la Ligue des Nations, à ce moment-là, Miles Svilar pourrait venir. Mais le fait que Svilar ait dit non à la Serbie, ça veut quand même dire qu'il y a dû y avoir des touches quelque part, des contacts. Sinon, on n'imagine pas le garçon dire écoutez, non, franchement. Mais on a quand même l'impression que Svilar gère un petit peu sa carrière sur ce plan-là de manière un peu chaotique. C'est-à-dire qu'il avait déjà accepté la Serbie à l'époque, petit peu en désespoir de cause. Alors qu'il avait été dans toutes les sélections belges. C'est pas son premier mauvais choix de carrière. C'est ça, voilà. Et je pense qu'on est dans un rassemblement en mars. Ça aurait été totalement différent si on avait été dans un rassemblement en novembre. Où là, et ça aurait peut-être créé moins de doutes. Moi, je pense que ce que Tedesco doit faire, c'est l'appeler maintenant, lui dire qu'il compte sur lui dans le futur, mais le faire venir après l'Euro. Comme ça ne crée pas de doute dans le groupe. Il reste constant avec sa ligne directrice. Svilar sait qu'on compte sur lui. Et voilà, avec le risque que Svilar joue avec la Serbie. Mais je pense que ce risque doit être pris pour que la Belgique reste... dans un état d'esprit avec des gardiens en confiance avant la compétition. Sauf évidemment en cas de blessure avant l'Euro de l'un ou l'autre gardien qui libérerait une place, mais évidemment. Mais à ce moment-là, je pense même que Bodar ou Kaminski intégreraient le groupe comme numéro 3 par correction, je veux dire, à leur égard. Maintenant, moi, sur le plan sportif, c'est vrai que j'attendrais de voir évidemment que Svilar joue une saison complète, mais j'ai l'impression que Svilar peut apporter plus en tant que gardien numéro 1 que... Bon, Koen Castells est quand même un très bon gardien, c'est vrai, mais j'ai l'impression que Koen Castells est déjà à son plafond. Voilà, Koen Castells est un peu plus âgé aussi. Que... Ça, il a atteint son plafond. Tu pourrais très bien avoir Castells et Svilar en numéro 2, et pour la Ligue des Nations, pourquoi pas imaginer Svilar numéro 1 et changer un peu des choses. Alors, oui, ça peut peut-être être risqué de l'appeler ici, mais ça peut aussi être une manière de dire tu viens comme quatrième gardien, tu joueras pas, parce que voilà, j'ai déjà mon groupe. Mais voilà, tu viens dans le groupe et on voit comment tu t'intègres dedans. Ouais. J'ai l'impression que ce message-là ne passera pas à Svilar. Il y a un sacré caractère. Oui. Et même lui dire, t'es numéro 2 derrière Castells et tu vas pouvoir peut-être jouer des matchs de Ligue des Nations. Ah oui, c'est sûr, mais voilà, il y a peut-être eu la discussion et peut-être que Tedesco a réussi à le convaincre. De lui dire, écoute, c'est un premier contact. Dans le futur, je compte sur toi, mais je veux d'abord voir une première fois comment ça se comporte, comment la synergie, l'osmose se fait dans le groupe, quoi. Et Thibaut, tu es sûr qu'il ne va pas revenir ? Moi, je ne vois, après sa dernière interview, je ne vois pas comment Thibaut Courtois peut revenir tant que Tedesco est là. Et Tedesco lui-même maintenant ferme plus ou moins la porte de la manière la plus diplomate possible, parce que voilà, il n'est pas du genre non plus à faire de grandes déclarations, mais je crois que c'est fini tant que Tedesco est là, je le pense en tout cas. Et rien que le fait que Courtois ait annoncé qu'il ne serait pas fit pour l'Euro, alors que en fait visiblement il le sera, moi je pense que Courtois voulait déjà un petit peu fermer la porte de son côté aussi et éviter qu'on lui en reparle en fait. Voilà, il a dit qu'il serait pas là à l'Euro, il n'est pas là à l'Euro. On sait que je pense que Tedesco va encore avoir des questions sur Thibaut Courtois ce jeudi, et ça c'est quand même quelque chose qui à mon avis il espérait éviter, mais comme Ancelotti a déjà dit oui, Thibaut Courtois sera de retour en quart de finale de la Ligue des Champions, c'est inévitable que Tedesco se prenne encore et encore des questions sur le sujet. Et c'est peut-être ça aussi qui va faire qu'il ne va pas appeler Miles Svilar, parce que ce serait encore ajouter un énième sujet de polémique encore lié au poste de gardien de but. Il doit en avoir ras la casquette là, Domenico Tedesco. Mais imagine, il revient pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, il te fait des matchs à la Courtois, c'est-à-dire des matchs extraordinaires. Est-ce que tu vas vraiment oui, parce que le problème n'a jamais été sportif. Oui. Le problème n'a jamais été sportif, de toute façon. Si on parle de sportif, évidemment que Thibaut Courtois est le meilleur gardien du monde, mais le problème n'est pas sportif. Je sais pas, je regardais les matchs de la Ligue des Champions la semaine passée avec Silvio Proto qui était là comme consultant. Et Proto, qui est quand même
ancien gardien, a dit écoute, il n'y a pas photo entre Thibaut et les autres. Évidemment. Mais vraiment pas voilà, photo, la enfin. France s'est privée Donc de ça- Karim ça- ça Benzema, qui vient. était meilleur attaquant du monde. C'était un petit peu la même chose. Enfin, Ouais. pas la même chose. Ce qu'a fait Courtois n'est pas comparable à ce qu'avait fait Benzema, mais c'est le même genre de brouille entre un entraîneur Problématique, ouais. et un coach. Et pourtant, tout le monde était bien d'accord pour dire que Benzema était le meilleur attaquant, si pas du monde, en tout cas le meilleur Ouais, attaquant français. ouais. C'est la même genre de problématique. C'est pas une problématique sportive, selon moi, et je pense vraiment pas que Courtois va revenir. La seule solution pour qu'il revienne, et j'espère vraiment que ça n'arrivera pas, c'est qu'on fasse un Euro très mauvais, que Domenico Tedesco soit viré. Ou alors un Voilà, euro très bon, on gagne et Tedesco part sur une victoire. Part sur un titre, oui. Bon, je pense qu'il continuerait quand même jusqu'à la Coupe du Monde, quoi. C'est pour ça qu'on dit un sélectionneur généralement. Maintenant, voilà, il nous reste quelques minutes pour parler des éventuelles surprises. Maintenant, comme je l'ai dit, ce sera une sélection, à mon avis, qui ressemblera à celle qu'on aura à l'Euro. Donc, je pense pas qu'il y ait la place pour une surprise. François, est-ce que tu vois l'un ou l'autre joueur, peut-être un joueur de l'Union, qui pourrait intégrer le Un joueur noyau de de l'Union, non. Castromontes Maintenant, non, mais Castromontes aurait le profil pour rentrer peut-être plus dans une sélection élargie. Et voilà, pas maintenant. Je pense que la Belgique l'avait déjà fait avec des joueurs à une autre échelle, mais avec Van Zer, avec Van der Heyden, dans des matchs amicaux, pour leur permettre un peu de goûter à ça. Je pense que Castromontes a le niveau pour goûter à ça, peut-être pas tout de suite maintenant. Mais sinon, un joueur qui, pour moi, doit être là et doit jouer, doit avoir la confiance de cette équipe, c'est Batshuayi, qui continue quand même à marquer. L'Union en sait quelque chose. C'est encore lui qui met le 2-1 ce week-end pour le Fenerbahçe, alors qu'ils étaient menés 1-1. Puis ensuite, le Fener marque 2 buts et donc ça finit sur 4-1. Mais donc, il continue à marquer à chaque fois dans son style toujours particulier. On l'a vu contre l'Union. C'est pas un attaquant qui est nécessairement beau à voir dans le jeu, voilà, c'est quelqu'un d'efficace. Il est là au bon endroit, au bon moment, il marque ses buts, c'est ça qu'on lui demande de faire, et je pense que la Belgique aura besoin d'un joueur comme lui dans une compétition comme l'Euro. Ouais. Mais Batshuayi, il fait partie du groupe, donc c'est Ouais, pas Il s'était vraiment- pas appelé la dernière fois. Ce serait la dernière fois, il me semble que si, mais il n'avait pas été appelé au début. Tedesco Oui. n'a jamais été fan de Voilà, mais Batshuayi. c'est ça. Il le fait pas monter, même quand Il doit lui donner plus de confiance. Pour moi, Pour c'est ça. Pour moi, il doit recevoir du temps de jeu, clairement, parce que c'est un joueur que tu peux faire monter à la 60e minute, à la 70e Ouais. minute dans une compétition comme l'Euro et qui va te faire gagner des matchs, quoi. Oui, il a des statistiques affolantes quand même. Hein. Je pense que c'est. En sélection Oui, En sélection, oui. Et en- effectivement. en sélection. Ouais. Et en club aussi. Oui, ouais, Oui, pour le moment. elles sont un peu trompeuses ces statistiques, je trouve, en club. Au Fenerbahçe, c'est-à-dire c'est un que- but toutes les 70 minutes, plus ou moins. Donc, Ouais, c'est- mais il joue très peu, donc oui. Mais il marque. Oui, il marque. Ça Il marque montre beaucoup. l'efficacité Quand qu'il peut même, avoir en très peu de temps. Un joker de luxe, hein. Ouais, même si lui ne veut t'as plus besoin de joueurs il veut comme- plus qu'on parle de lui comme un joker de luxe. Moi, je pense que le problème de Batshuayi s'appelle Charles de Ketelaere, parce que je pense que la montée en puissance de Charles de Ketelaere devrait en faire aussi un pion important en attaque, voire même en fait peut-être un titulaire. Hein, pour moi, de Ketelaere, il a le niveau. Keteler peut jouer sur les côtés aussi. En donc, plus, oui, moi je vois bien de Ketelaere passer un palier cette fois-ci et peut-être même intégrer le noyau cette fois-ci en tant que titulaire à la place d'un Trossard par exemple qui n'a pas toujours été impeccable dans le 11. Maintenant, c'est clair qu'en termes de nouveaux joueurs qui intègrent le noyau, j'en vois pas, tout Non, simplement. non plus. Même en cas de Non blessure ici de théâtre. À la rigueur, peut-être un Kylian Sardella qui a l'avantage de pouvoir jouer au bac. Alors on moi, sait je verrais plutôt un retour de Meunier. ou un retour de Meunier, tout à fait. Ouais. C'est vrai, c'est peut-être la. Qui rejoue à Trabzon et c'est ce qui lui manquait, c'était du temps de jeu. Qui était blessé avant. Et donc, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on revoie Meunier revenir, qui a un joueur d'expérience aussi, Mhm. qui a déjà connu plusieurs grands tournois. Et en prévision de l'Euro, ça peut être quelque chose d'intéressant dans une défense qui est en remaniement avec juste Vertonghen comme ancien. Donc, avoir Vertonghen et Meunier pour un peu équilibrer quelqu'un dans l'axe, quelqu'un sur le côté, ça peut être pas mal. Ouais, d'autant qu'on a vu Tedesco tenter Zeno de Bast au bac droit la dernière fois. Donc c'est très clairement qu'il est encore un petit peu en tâtonnement sur ce poste. Donc effectivement, un retour de Thomas Meunier, moi ça me paraît très très plausible. Et en fait, j'avais même plus pensé, mais tellement c'est effectivement assez Je clair. comprends pas pourquoi il n'accorde pas la confiance au duo Vertonghen de Bast En tant que titulaire, donc. en tant que titulaire. Ouais. Au détriment de Wout Fast à Ouais. ce moment-là. Ouais. Honnêtement, je comprends pas. Si Wout Fast était vraiment au-dessus de la mêlée, je dirais ok, ben, il a raison. Mais moi, il m'a jamais convaincu. Non. Jamais. C'est tout le paradoxe de Wout Fast qui a beaucoup de mal à convaincre les supporters et les observateurs, mais qui apparemment convainc Domenico Tedesco. Ouais. De toute façon, on débriefera ça la semaine prochaine, lundi, vu que la sélection sera tombée d'ici là, et Ouais. on aura
On aura beaucoup de choses à dire vu que le classement final sera tombé. On en saura, on saura tout sur les playoffs. Le calendrier des playoffs, par contre, ne sera peut-être pas encore connu. Il sera lundi, connu. mais je ne sais plus à quelle heure. Il tombe le lundi, mais Ouais, est-ce que ce sera peut-être en fin de journée. Ouais. en fin de journée, Ouais. donc on ne pourra que spéculer Vers à 18 ce niveau-là, et ce sera assez important, je crois, de voir où commence l'Union, par exemple, afin de prendre un bon départ, parce que je crois que ce sera très important. Les 2-3 premiers matchs de l'Union seront très importants. Mais est-ce qu'en tant que premier classé, tu commences pas automatiquement à domicile? Non, Je pense que ouais. C'est bien possible. Il me semble possible. que tu commences chez toi. Mais il me Ok. semble, ou bien je me trompe carrément, mais il me semble que le premier du championnat, Bah, d'ailleurs, Alors- imaginons qu'ils reçoivent Anderlecht le premier match et qu'ils gagnent le premier match, c'est déjà, Ce serait plié. ce serait déjà presque plié, ouais, et on c'est vivrait ça. des playoffs beaucoup moins intéressants que ce qu'on espérait. Mais bon, voilà, c'est toujours un petit peu voilà, on a envie quand même en tant que supporter neutre, que l'Union gagne, mais on aimerait quand même qu'il y ait du suspense jusqu'au bout. ouais. Donc le Euh, premier match Union Anderlecht, c'est déjà plié, et deuxième match Anderlecht devant son public, mais il n'y a pas de public, puisque bah oui, il est question qu'ils doivent jouer un match en public. Ah oui, ben voilà. Alors donc le deuxième match Anderlecht-Bruges, et Bruges l'emporte, et Anderlecht est vraiment tout à fait largué, quoi. Et Anderlecht Ok. finit 3ème, voilà. Et Anderlecht finit troisième, Brian ou Rimmer viré. quatrième, Brian Rimmer viré, exactement. Ah ouais. Bon, Et ben, tout- on verra tout ça au fil des semaines. Ouais. Merci pour votre présence et pour vos analyses. Et bien à la semaine prochaine. La semaine prochaine. À la semaine prochaine.